Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 6 mètres, l'émission 100% football sur Noah pour parler, décortiquer, analyser toute l'actualité du ballon rond en Nouvelle-Aquitaine. Ce soir avec deux invités. Christophe Hutto, agent de joueur célèbre, le plus connu de Nouvelle-Aquitaine. Il s'occupe notamment de Gaëtan Laborde du Landais. On ne dira rien ce soir sous Gaëtan Laborde. Bonsoir Christophe, merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés, Gaëtan Huard, ancien gardien de but professionnel à Lens, Marseille et Bordeaux. Bonsoir Gaëtan, bonsoir merci d'être présent ce soir. Voici ce dont vous allez débattre, messieurs. Bordeaux confidentiel, alors pas simplement à cause de la notoriété des Girondins, mais vous allez nous raconter les coulisses de ce retour aux affaires des Girondins de Bordeaux. Je vous vois sourire déjà Christophe. Les Girondins qui ont enchaîné 2 victoires consécutives pour la première fois depuis 2 ans. C'était sans Hatem Ben Arfa, convalescent. Est-il indispensable à Bordeaux et va-t-il rester surtout aux Girondins? Vous allez en parler. Nous évoquerons également le grand bazar, pour ne pas dire autre chose, des droits TV. Qui veut de la Ligue 1 aujourd'hui, après la fin, entre guillemets, de Mediapro? Et enfin, nous évoquerons la mauvaise passe en Ligue 2 du Pau FC de Didier Tolo, encore battu ce week-end. Les Girondins, donc, premier thème de ce soir. Christophe Hutto, on va commencer avec vous. L'incroyable s'est produit. En étant un peu ironique, Bordeaux a enchaîné 2 victoires de suite en championnat. On charme gentiment les Girondins, mais c'est vrai qu'on attendait, en tout cas ils attendaient depuis 2 ans, 2 victoires consécutives, ils l'ont fait, et brillamment à Nice ce dimanche. Oui, après, là, nous n'allons pas faire les étonnés, hein. On l'a dit avec Gaëtan à plusieurs reprises sur ce plateau, Bordeaux est capable du meilleur comme du pire. Le problème des Girondins, jusqu'à présent, c'était effectivement de s'inscrire dans une certaine régularité. Là, ils sont tombés contre un adversaire qui est en plein doute, Nice qui, rappelons-le, a changé d'entraîneur il y a peu de temps, avec l'adjoint qui est devenu numéro 1, beaucoup d'incertitudes au sujet de la direction actuelle. Est-ce que ça a une influence sur le jeu directement des Aiglons? Je ne peux pas répondre à cette question, mais en tout cas, Bordeaux a fait son match, Bordeaux a été cohérent. Bordeaux a montré de la qualité. Comment ils se sont redressés, ces Girondins, Gaëtan Huard? Ils ont fait match nul à Metz. Alors, ce n'était pas un exploit, certes, en début d'année, mais ils ont battu Lorient et Nice avec le travail, avec la patte de Jean-Louis Gasset et de son staff. Oui, déjà, avec la patte du staff technique. Après, ils rencontrent des adversaires aussi qui sont normalement à leur portée. Nice n'est pas dans une bonne passe, comme l'a dit Christophe. C'est compliqué en ce moment, quand tu joues à Nice, de développer du football. Après, ils ont peut-être aussi ce poids du fait qu'ils n'arrivaient pas à enchaîner 2 victoires de suite, qu'on leur rabâchait sans arrêt, que ce soit nous, médias, ou même à l'intérieur du club. Il fallait casser cette spirale négative. Là, ils l'ont fait de bon augure pour le club, pour la performance, et puis surtout pour grimper au classement. Ils sont 8e actuellement, c'est bien. À 3 points de Marseille qui est 6e, c'est intéressant, quoi. Alors il n'y a quasiment aucun risque pour le maintien, désormais, même en étant prudent. Il y a quand même du monde derrière, il y a des équipes qui patinent, et Bordeaux a l'air d'être sur une progression intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, les Girondins n'ont pas finalement tout à gagner de cette deuxième partie de championnat? On ne va pas s'emballer évidemment, mais dans la mesure où ils sont, comme le disait Gaëtan, 8e, plutôt dans le premier tiers du championnat, ils peuvent jouer sans pression. En tout cas, sans pression négative. En tout cas, il ne faut pas s'emballer parce que Bordeaux, à l'image de beaucoup d'équipes, sont capables de gagner non pas contre n'importe qui, mais contre beaucoup d'équipes malgré tout, mais ils sont aussi capables de s'incliner contre beaucoup de formations. Tout simplement parce que aujourd'hui, tu joues invariablement sans public, donc domicile, extérieur, ça ne veut plus rien dire. Donc, c'est très difficile d'y voir clair. En tout cas, aujourd'hui, Bordeaux peut préparer l'avenir tranquillement. Nous l'avions dit, Gaëtan, c'est une année de transition. Avec un staff technique que nous avions défendu, en tout cas soutenu ici même à plusieurs reprises, alors que certains sur les réseaux commençaient déjà à leur taper dessus. Nous étions les premiers à leur dire patience, patience. Donc là, Bordeaux va pouvoir travailler avec un petit peu plus dans la sérénité. Maintenant, nous ne sommes pas plus étonnés que cela, parce que depuis le début de la saison, on vous dit Bordeaux va terminer entre la 7-8 et la 12-14. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le nombre de points entre le 6e, le 7e et le 12e ou le 14e est tellement infime que... Oui. Aucun but encaissé encore à Nice. Ce dimanche, Gaëtan Huard, c'est à l'ancien gardien de but que je parle, Benoît Costil, forcément, en tout cas il n'y est pas pour rien. 11e fois en 22 matchs que Bordeaux n'encaisse pas de but. En 20 matchs.
en 20 matchs, 11e fois en 20 matchs, c'est assez remarquable quand même ça. C'est la base. Si Bordeaux en est là aujourd'hui 8e, c'est parce que justement il y a cette solidité, ça avait s'appuyer sur cette solidité. Il y avait des problèmes offensifs. Aujourd'hui, c'est arrivé à allier la solidité et l'offensif, la qualité offensive qu'ils ont mis contre Nice. Bordeaux peut aller beaucoup plus haut encore. Maintenant, on ne va pas se précipiter, ce ne sont pas des adversaires qui étaient non plus des foudres de guerre. Il y a un gros obstacle qui arrive, c'est dimanche à 13h avec le SCO d'Angers qui ne réussit pas à domicile. Ouais, on n'est pas mauvais chez eux, mais on a du mal chez nous. Je crois que c'est 3 défaites et un nul sur les 4 dernières années face à Angers à domicile. Peut-être une passe de 3, on verra, on le souhaite. Ça peut être un match charnière, ce match contre Angers. Oui, match charnière, parce que si Bordeaux le gagne, ça ferait 3 matchs consécutifs, 3 victoires de rang. Et puis... En tout cas, ça permettra de travailler dans la sérénité, terminer la saison, justement en axant le travail, en intégrant des jeunes, parce que la politique de Bordeaux est celle-ci, mais politique bordelaise qui n'a rien d'exceptionnel, puisque c'est la politique maintenant de quasiment tous les clubs, pour toutes les raisons économiques que l'on sait. Maintenant, je reviens sur les clean sheets réalisés par cette équipe bordelaise. On a la chance d'avoir avec nous un gardien qui a été, je ne sais plus le nombre de minutes, mais c'était faramineux. Record d'invincibilité. Le record d'invincibilité en L1. Voilà, ça fait quelques matchs. 14 matchs pratiquement. Voilà, 14 pratiquement, matchs. à peine 14. Mais vous, c'était à la suite. Hein. Ouais, c'était à la suite, Voilà. c'est différent. Encore, et je crois que ça on fait 21 ou 22 clean sheets cette année-là. Qu'est-ce que ça apporte en confiance? Alors à votre époque, quand vous jouiez, évidemment une confiance hors norme pour l'équipe et pour vous, mais même pour Benoît Costil, les défenseurs bordelais, de voir qu'il y a 11 matchs sans avoir encaissé de but sur 20. Bah déjà, on est très soudés, ça nous soude énormément. C'est qu'avant de rentrer sur le terrain, on dit aujourd'hui on ne prend pas de but. Et nous, on était dans une perspective de continuité, c'était des clean sheets répétitifs. Donc on était là pour ne pas prendre de but et on rentrait sur le terrain. D'abord pour ne pas prendre de but, on savait qu'on allait avoir 2-3 situations qui allaient nous permettre de marquer. Et ça se passait plutôt bien de ce côté-là. Donc là, par rapport à ce qu'ils ont fait à Nice, il faut faire la même chose et continuer sur cette... Mais c'est bien d'avoir une motivation supplémentaire sur un engagement, sur une compétition, et notamment un acte. Et l'acte, c'est de ne pas prendre de but. Pablo parti, ça ne s'est pas vu. Sur ce match-là, il fallait qu'il s'en aille aussi pour des raisons économiques. En tout cas, c'est une affaire à ne pas laisser passer pour Bordeaux. Non, 2,5 millions, 6 mois de contrat. Non, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, non ? C'est pas cher payé pour moi, D'accord. par rapport à la valeur du joueur. Après, ce sont des économies de salaire. Même sur 6 mois. Même sur 6 mois. C'est un garçon qui avait un salaire relativement élevé. Vous le multipliez par 2,2, 2,5, ça fait beaucoup d'argent au final. Et puis, n'oublions pas, c'est qu'il était en fin de contrat au 30 juin. Donc, il était aussi dans la possibilité de s'engager aujourd'hui librement dans l'optique de la saison prochaine. Donc, tu as raison. 2,5 pour un joueur de cette qualité, s'il lui restait 1 an et demi ou 2 ans et demi de contrat, c'eût été très interrogatif. Là, je dirais que c'est plutôt un bon acte de gestion en tout cas. Alors sans Pablo parti définitivement, sans Hatem Ben Arfa convalescent après sa blessure, c'est le deuxième débat de ce soir, messieurs. Hatem Ben Arfa, alors la question elle est bête peut-être, mais est-il indispensable à cette équipe? 7 points sur 9 sans lui. Il avait déjà apporté à l'automne 6 points en marquant 2 fois à Rennes notamment, et donc il a rapporté déjà des points à Bordeaux. On a le sentiment que Bordeaux est peut-être plus équilibré, plus solide, plus compact sans lui qu'avec lui. Moins génial, mais plus compact. Moi, il est indispensable pour moi, pour des raisons toutes simples, c'est qu'il bonifie le groupe, que ce soit dans son côté talent. Et quand tu joues aux côtés de ce joueur-là qui est capable de te créer, il a fait les différences, c'est lui sur les premiers matchs qui a fait la différence. On était ensemble, je crois, Nicolas en plus en tribune. Et c'est lui qui a porté la lumière dans le stade et sur l'équipe. Et aujourd'hui, tu as envie de mouiller ton maillot pour un garçon comme ça, qui va t'extirper des matchs compliqués où c'est lui qui va faire la différence, parce que lui, il fait peur encore aux autres, à tout le monde. Après, faut s'appuyer sur lui. Moins à l'extérieur qu'à la maison, c'est peut-être à la maison qui manque le plus à domicile. Ouais, peut-être qu'à la maison, il faut par encore... son génie créatif, par sa capacité à transpercer les lignes. Tout à fait, parce qu'il y a plus de densité défensive de l'adversaire et lui, il est capable de casser les lignes, comme tu dis, d'éliminer, de créer la supériorité numérique et de faire la différence individuellement. C'est un casse-tête pour Jean-Luc Gasset et Ghislain Printemps, là, de réintégrer Hatem Ben Arfa, où le mot est un peu fort, parce que c'est quand même un joueur de haut niveau techniquement. Non. Si aujourd'hui, pour un entraîneur, c'est un casse-tête de réintégrer Hatem Ben Arfa, il faut qu'il change de métier. Franchement, moi, c'est le premier que je mets sur la liste quand je fais mon équipe. Bien sûr. Et ensuite, tu composes et tu vois les complémentarités les uns avec les autres. Mais bien sûr que Hatem, tu en as besoin, même pour nous, amoureux de football. Mais il faut le dire, parce que vous savez comment sont les gens. 3 matchs sans Ben Arfa, on dit qu'il ne sert à rien. Donc, oui, je vous pose les questions, mais vous répondez avec vos arguments Nicolas, très fondés. Nous sommes dans l'instantanéité. La vérité du jour n'est jamais celle du lendemain et encore moins celle du surlendemain. Est-ce qu'il peut rester au Girondin, Hatem Ben Arfa ? À l'issue de cette saison ? Oui, parce qu'il a une option sur une année supplémentaire, me semble-t-il. Oui, mais... Ou est-ce que c'est plutôt suspendu à l'ambition du club ? Vous, Christophe, l'agent de joueur qui est au cœur des dossiers. Non, dites-nous. Franchement,
franchement, c'est compliqué de répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que il va y avoir l'ambition du club. Avec qui, comment, dans quelles conditions ? Est-ce que le club sera toujours au Man King Street la saison prochaine ? Personne aujourd'hui n'est en mesure de l'affirmer. S'il y a un nouveau propriétaire, avec quel objectif ? Et puis, n'oublions pas non plus, qu'en sera-t-il des droits TV ? Qu'en sera-t-il des conséquences du Covid ? Aujourd'hui, il faut absolument pas avoir une vision à long terme, bien évidemment, mais même pas à moyen terme, parce que vous ne savez pas de quoi sera fait notre vie dans 15 jours. On va parler de la situation économique Mais du club sportivement, dans un instant, sportivement, on a envie de le garder, ce garçon. Quand vous êtes joueur, moi, si vous me demandez si je jouais avec Maradona, oui, j'aurais aimé jouer avec Maradona à Marseille. Ça aurait pu se faire. Ça aurait pu se faire. Tu as envie d'être à côté, d'avoir un garçon comme ça dans ton équipe qui est capable de faire, sur un éclair de génie, de faire la différence, d'apporter un plus. Et quand tu es en difficulté, c'est lui qui amène la chose, qui fait la différence. En tout cas, Tam Ben Arfa qui aura forcément, on imagine, très envie de reprendre a priori ce dimanche contre Angers, à confirmer bien évidemment d'ici la fin de la semaine. Bordeaux qui recevra Angers à 13h ce dimanche pour confirmer sa bonne passe de 2021, on le rappelle, avec un nul et 2 victoires, 7 points sur 9. On reste en Ligue 1 pour le 3e débat du soir. Messieurs, pas monsieur d'ailleurs, vous êtes 2, messieurs, avec cette question. Qui veut de la Ligue 1 pour la retransmettre? Alors Mediapro, on ne va pas revenir sur le feuilleton de Mediapro, qui est parti, mais enfin qui est toujours là, il n'y a plus de contrat. Canal+, qui se fait désirer, des grandes chaînes publiques ou pas, d'ailleurs ou privées, en clair, qui se proposent de diffuser des matchs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu un bazar intégral pour rester poli quand même, non? Ah, c'est plus que le bazar. Il y a un autre mot qui commence par B, mais je ne peux pas le dire, hein, c'est pas très poli. Mais globalement, c'est ça quand même. C'est en plein cœur de la saison, c'est quand même hallucinant ce qui se passe. C'est l'asile, c'est Sainte-Anne, c'est Charles Perrins. Non mais franchement, on marche sur la tête parce que pendant ce temps-là, vous avez des clubs qui ont entre 50 et 60% de budget en moins. Et aujourd'hui, on est en train de venir demander aux joueurs de faire un effort sur leur salaire, sous prétexte qu'ils gagnent trop, en disant « oui, ce sont des nantis ». Mais pourquoi les joueurs aujourd'hui devraient payer l'inconséquence de leurs propres dirigeants ? Ce ne sont pas les joueurs qui ont été négociés avec Mediapro, ce ne sont pas les joueurs qui ont oublié et d'exiger une garantie bancaire. Donc, on est en plein délire. En plein délire, Gaëtan Huard, ou pas? Oui, complètement. En plus, il y a la crise du Covid qui vient par-dessus tout ça, donc ça fait 2 grosses crises pour le football. Et il y a des clubs qui sont en énorme difficulté, j'ai des échos, et ça risque d'exploser rapidement si ça ne se débloque pas, surtout pour venir rapidement au soutien de ces clubs-là. Et le football amateur en pâtit énormément, parce qu'on parle des professionnels, mais moi je m'occupe un petit peu des gardiens du Haillan, du petit club à côté. C'est catastrophique, quoi. Je veux dire, avec le Covid, ils ne jouent plus, ils s'entraînent pratiquement plus, il n'y a plus de contact, c'est pas le droit de jouer dans les endroits clos, enfin c'est... Puis les finances, quoi, des petits clubs, c'est ça. Oui, les finances des petits clubs, tu ne peux pas organiser de tournoi, tu ne peux rien organiser. Et... Le fait qu'il y ait un appel d'offres qui soit lancé comme ça en cours de saison, franchement. Alors certes, vous avez parlé d'asile, Christophe, mais alors ça ne fait pas très sérieux, mais aujourd'hui, la situation est ce qu'elle est. Il faut bien un diffuseur télé pour ce championnat, pour les retombées pour les clubs. Est-ce que le groupe Canal+ se fait tirer l'oreille un peu? Ou se fait désirer? Non, je pense que la réflexion doit être plus globale. Avec Beansport, évidemment. Parce que Canal a été quand même le précurseur, Canal a été le bailleur de fonds du football français pendant des décennies et des décennies. Canal a apporté objectivement une vraie révolution dans le commentaire sportif, dans le traitement de l'image. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés mis dehors, manu militari. C'est tout juste si on leur a dit merci par rapport à tout ce qui s'est passé pendant des années. Entre-temps, se passe l'épisode Mediapro, mais se passe également et survient la crise du corona. Vous n'avez pas de public. Mais c'est les fans qui sont privés parce qu'ils ne peuvent pas aller au stade, ils ne peuvent pas voir les matchs. Ou ils ne pourront plus peut-être voir les matchs à la télé non plus. C'est quand même, pour les fans, c'est une cata, quoi. Oui, c'est une cata entre guillemets. Là, je parle sous le contrôle de Gaëtan. Aujourd'hui, et pardon si je vais encore me faire des amis, mais... Vous en avez beaucoup, hein, Christophe. Oui, mais... Le pire, Nicolas, c'est de laisser indifférent. Là, je suis un petit peu plus gêné. C'est vrai. Donc, mais vous regardez un Dijon-Reims, vous? Non. En plein hiver? Non, mais j'ai rien contre Reims. Le problème, il est là, c'est que la Ligue 1 est surcotée financièrement par rapport à sa valeur télévisuelle, quoi. Je veux dire, même au niveau de l'ambition. Puis il n'y a que Paris qui fait de l'audience. Il n'y a que Paris, Marseille qui font de l'audience parce que c'est particulier, mais... C'est pas suffisant. Je crois qu'à un moment donné, le football va beaucoup trop loin. Et là, on a débordé. Il faut arrêter. Je crois que
le monde de l'argent, par le monde de l'argent, toujours appelé d'argent, c'est-à-dire faire de l'argent, demander plus de droits télé pour augmenter encore les salaires des joueurs pour les garder. Mais ça ne s'arrête jamais. On ne peut pas lutter de toute façon avec les pays européens, notamment l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne. On ne peut pas lutter. On peut pas lutter. Il est tout près d'exploser quand même. Non, Aujourd'hui, hein. après, Il nous reste quelques secondes. Je voudrais qu'on parle de Pau pour terminer, hein, monsieur. Après, le souci qu'est le nôtre, Gaëtan, c'est que nos dirigeants, dans leur globalité, n'ont pas eu l'intelligence de diversifier non plus leurs revenus. Aujourd'hui, vous leur parlez économie, on vous dit 3 TV, on vous dit trading. Il n'y a pas que ça. Il y a une dizaine d'années, on ne va pas se vieillir, mais les droits TV ne représentaient pas ce qu'ils représentent aujourd'hui. Et vous aviez des salaires un peu plus conséquents par rapport à travailler les clubs sur les produits dérivés, sur autre chose, sur l'image par exemple, en droit de droit télé. Et puis, au lieu d'avoir 50 joueurs sous contrat, sous prétexte de vouloir faire du trading, eh ben, vous en prenez 23 ou 24. Et puis, il y a un resserrement et ça coûtera moins cher en masse salariale. Ça peut être un mal pour un bien, tout ce qui passe aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Pour un nouveau football? Un nouveau football? Non. Je pense que oui, effectivement. Je pense qu'il faut arrêter aussi ce mercato d'hiver, qui fausse les championnats. Christophe va me dire non, parce qu'il fait son business. Enfin, il est agent de jeu, on rappelle. Il a besoin de travailler, sérieusement. Non, mais c'est vrai qu'on quand je dis ça, c'est parce que je pense au staff technique. Les staffs techniques, ils commencent une saison avec un effectif, ils partent en stage. Pendant ce stage, il y a des joueurs qui arrivent encore. Il a fait un groupe, ils ont créé un groupe, une unité, et tu as des joueurs qui arrivent en cours de route, qui forcément, les derniers qui arrivent, ce sont ceux qui vont prétendre aux places de titulaires, parce que ce sont des joueurs plus difficiles à acquérir. Donc ils arrivent et ils cassent l'unité du groupe. Et après, tu remets ça encore à Noël quand tu arrives sur la trêve de Noël. Je voudrais que l'on termine, messieurs, par parler de la Ligue 2 quand même et du Pau FC. C'est important parce que l'un des deux représentants en Nouvelle-Aquitaine de Ligue 2 avec Niort est dans une situation compliquée. 5 défaites consécutives, notamment 2 face à des concurrents directs pour le maintien. Chambly et Rodez le week-end dernier. Pau 19e, 5 points de retard sur Rodez. Ça commence à faire beaucoup, non? 31 buts d'encaissés aussi, je pense qu'ils sont à 20 journées aussi, la Ligue 2. Donc c'est beaucoup. C'est irrémédiable déjà pour Pau, là, ou pas? C'est mal engagé parce que 5 points de retard déjà sur les 3 précédents, ça fait court. Avec 1 point seulement devant Châteauroux, qui est juste derrière. Qui est le dernier? Christophe Hutto, qu'en pensez-vous? Il y a une quinzaine de jours, nous avions dit que le match à Ajaccio n'était pas important. Ils ont pris une étoile à Ajaccio. Ils ont pris effectivement une correction, mais je vous avais dit, souvenez-vous, attention, Ajaccio sera là. Ils sont sur 3 victoires consécutives. Voilà. C'est plus vers le haut tableau, Ajaccio. Et Ajaccio terminera dans les 5. C'est une évidence. Vous allez me dire encore une fois que je suis jugé parti. Mais il y a un très bon entraîneur, mais vous l'aviez dit ici un même, des meilleurs de Ligue 2, avec Olivier Pantaloni. Je suis témoin, vous l'aviez dit ici même. Mais nous avions rajouté que les échéances importantes de Pau, c'était effectivement la réception de Chambly et le déplacement à Rodez. Force est de constater que... ils ont perdu à la maison contre Chambly, perdu à Rodez 1-0, Pau qui recevra 3 samedi en championnat, après un match de Coupe de France ce mercredi. On a presque envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose ce match, que le plus important c'est contre 3, mais ça sera compliqué encore samedi. 3, un candidat à la montée. Tout à fait. Leader du championnat. Par quoi ça passe l'opération commando? Alors c'est facile à dire toujours, hein. C'est des termes de journalistes. À 20 journées de la fin, comment on peut se sauver? Didier Togo qui a l'expérience, il le sait, il a connu des équipes où il entraînait, que ça jouait le maintien, il a connu aussi le plus haut niveau avec Sion en Suisse. C'est difficile parce que l'entraîneur, au bout d'un moment, il est un peu impuissant, non? Vous pouvez mettre José Mourinho, Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset, mettez qui vous voulez. Lorsque vous avez un effectif qui n'est pas forcément mauvais, mais non, parce que ça joue bien au foot à Pau quand même. Ça joue, mais bien là on y retrouve la patte de Didier. Mais le problème, c'est qu'en termes de quantité, il vous manque des joueurs. Qualité également. Qualité, et ça, c'est un vrai problème. Je vous donne une information, peut-être qu'elle sera sortie d'ici là, mais Pau va faire signer un joueur dans les prochaines heures, en la personne de l'ex-Lensois Diarra, qui est un milieu de terrain relayeur, qui avait été acheté par Gaziantepspor en Turquie à Lens, quelques millions d'euros. Il n'a pas été payé, le joueur, il a cassé son contrat, il va se relancer à Pau. Au milieu, ça risque d'apporter un peu il a 24 ou 25 ans, d'apporter un peu de maturité, mais est-ce que ça suffira? J'en suis pas sûr. Et on verra, en espérant qu'il soit qualifié le plus tôt possible, ce joueur Christophe Hutto pour jouer, pour évoluer et débuter dès ce samedi en championnat de France de Ligue 2 pour Pau, qui recevra, on a envie de dire encore, un match de la dernière chance,
peut-être pas, mais pas loin quand même pour Pau. Victoire indispensable pour conserver un espoir de maintien en Ligue 2 après 5 défaites consécutives. Gaëtan Huard, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce mardi soir pour parler football. À très vite évidemment sur ce plateau. Christophe Hutto, merci à vous également et bonne fin de mercato. Il reste une dizaine de jours pour faire encore des affaires. Merci, à mardi prochain. Bye bye, bonne soirée. À l'année prochaine.